l'une à l'autre. Et ça, la levure, elle ne sait pas l'utiliser, il faut qu'elle coupe les deux molécules de glucose qui sont attachées l'une à l'autre, il faut qu'elle les coupe en deux pour faire deux molécules de glucose séparées. Donc c'est du maltose que l'on trouve dans la farine. Ce maltose, pour que la levure le transforme en glucose, il faut d'abord qu'elle le fasse rentrer dans sa cellule. Donc il va falloir à la levure un transporteur de maltose qui est là, qui va permettre au maltose de la farine de rentrer dans la levure de boulanger. Et une fois qu'elle est à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le maltose va être converti en glucose par une enzyme qui coupe pour séparer les deux molécules de glucose. Ça s'appelle une maltase. Cette enzyme va donc convertir le maltose en glucose. Donc, la levure a besoin de deux ouvriers pour transformer le maltose en glucose, le transporteur de maltose qu'on appelle une maltose perméase, et l'enzyme qui convertit le maltose en glucose qu'on appelle une maltase. Le problème, c'est que le sucre préféré de la levure, c'est le glucose. Et son métabolisme est programmé pour utiliser le glucose, pas pour utiliser le maltose. Je dis souvent à mes étudiants, c'est comme si vous ouvrez le frigo, vous avez des épinards et du Nutella, vous allez commencer par épuiser le Nutella avant de manger les épinards, ce qui est une énorme erreur, mais c'est comme ça. Et vous mangerez les épinards quand vous n'aurez plus de Nutella parce que vous avez tellement la dalle que vous allez finir par les manger. Et bien la levure, elle fait pareil. Elle a du glucose, elle utilise le glucose. Quand il n'y a plus rien, ben, elle va voir ce qu'il y a ailleurs. Le problème, c'est qu'elle est préprogrammée pour utiliser le glucose. Ça veut dire quoi? Comme les cellules fonctionnent à l'économie, elles ne fabriquent les ouvriers que si elles en ont besoin. Et comme elles sont préparées à utiliser du glucose, elles ne veulent pas utiliser le maltose. Donc, elles ne fabriquent pas la maltase et elles ne fabriquent pas la maltose perméase. Les gènes sont éteints. Et donc, elle n'est pas programmée. Et le temps que la levure comprenne que ce qu'elle a à manger dans la farine, ce n'est pas du glucose, mais du maltose, le temps qu'elle allume les gènes de la maltase et de la maltose perméase, pour changer son métabolisme, ça demande 3 heures. Voilà pourquoi le boulanger qui fait le pain à l'ancienne doit mettre ses levures au contact de la farine à 3 heures du matin s'il veut que son pain commence à lever à 6 heures. C'est insupportable. Et des chercheurs ont dit on va trouver la solution pour permettre au boulanger de gagner 3 heures de sommeil le matin. On va lui faire une levure qui est tout de suite programmée pour utiliser le maltose. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement comme ça. Je suis désolé, je vous refais un petit schéma comme au début, mais vous avez ici un chromosome de levure avec, je vous ai mis, 2 gènes. Le gène violet qui détient le secret de fabrication d'un collier de perles et le gène vert qui détient le secret de fabrication d'un autre collier de perles, une autre protéine. Le premier collier de perles, c'est le transporteur de maltose qui permet de faire rentrer le maltose à l'intérieur de la cellule. Le deuxième, c'est la maltase qui permet de convertir le maltose en glucose. Donc voilà le premier collier de perles, qui correspond donc à mon transporteur de maltose, que j'avais représenté sous forme d'une sphère violette. Et le deuxième collier de perles, c'est la maltase que j'avais représentée comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'un gène s'allume ou qu'un gène s'éteint? Pour qu'un gène s'allume ou qu'un gène s'éteigne, c'est-à-dire pour fabriquer ou pas une protéine, vous savez, par exemple, le gène de l'insuline, il fonctionne que dans le pancréas, mais on l'a dans le cerveau, on l'a dans le cœur. Mais dans le cerveau, il est toujours éteint. Dans le cœur, il est toujours éteint. Et dans le pancréas, il est allumé, mais pas toujours. Uniquement quand le taux de sucre dans le sang augmente. Donc, il est régulé. Et des fois, il est toujours éteint, et des fois, il s'allume, mais uniquement dans le pancréas et pas tout le temps. Et qu'est-ce qui fait qu'un gène s'allume ou s'éteint? C'est qu'en amont du gène, juste en amont, il y a une petite séquence en 4 lettres qu'on appelle un promoteur, qui est en fait un interrupteur. Cet interrupteur, soit il est on, soit il est off. Eh bien, les interrupteurs du gène de la maltase et du gène de la maltose perméase sont éteints quand il y a du glucose. Le glucose programme, appuie sur l'interrupteur et dit off, parce que je n'aurai pas besoin de toi, c'est moi qui va être mangé. Par contre, il n'y a plus de glucose, le maltose arrive, le maltose va appuyer sur l'interrupteur et dit je le mets on, parce que j'ai besoin de ces 2 enzymes pour que je sois consommé. C'est extraordinaire, on est à l'échelle d'un microbe. Hein. C'est merveilleux le vivant, c'est absolument merveilleux. Eh bien, regardez, les gènes sont éteints parce qu'on est en glucose. Donc, on fabrique les enzymes. On ne fabrique pas les enzymes. Quand les gènes sont éteints. Les gènes sont éteints, on est en glucose, on ne fabrique pas les enzymes. On met du maltose, hop, les gènes sont allumés et on fabrique les enzymes. Mais ça demande, pour passer de off
à on 3 heures. Ce n'est pas un interrupteur facile. 3 heures pour allumer le bouton. Et donc, il fallait faire gagner des heures de sommeil au boulanger. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les interrupteurs. On a mis des interrupteurs qui sont toujours allumés. Ces interrupteurs, ce sont des séquences de gènes de la levure. Ce n'est pas des gènes étrangers. Donc, cette levure n'est pas transgénique. Et donc, OGM caché. Et par conséquent, elle a été autorisée en Angleterre sans aucune législation. Pas en France, et elle a été retirée d'Angleterre parce qu'on s'est aperçu qu'elle avait des problèmes métaboliques et que notamment, elle accumulait du méthylglyoxal, qui est un cancérigène puissant, qui n'a rien à voir avec le métabolisme du maltose, avec le métabolisme du glucose. Mais on nous a dit, ah ben voilà, vous voyez, on n'a changé que ça. Eh bien non, on n'a pas changé que ça. Donc là, comme les interrupteurs ont été changés, eh bien ils sont toujours on, vous pouvez mettre du glucose, ça marche, vous pouvez mettre du maltose, ça marche tout le temps. Et donc le boulanger, il les met au contact, ça lève tout de suite. Et ça a été retiré. Parce qu'effectivement, et ce sera ma dernière diapositive, la plupart des micro-organismes génétiquement modifiés, je parle des microbes alimentaires, il n'y en a pas d'autorisés officiellement en Europe, mais il y a énormément de brevets qui sont déposés et il y a une pression au niveau de l'Europe pour les faire accepter. Mais pour ne pas tomber dans la législation OGM, on s'arrange pour qu'ils ne soient pas transgéniques et donc qu'ils soient des OGM cachés qui échappent à la législation européenne. Donc en fait, c'est ce que j'ai écrit ici pour ceux qui ne voient pas, c'est une opportunité d'échapper à la législation européenne. Et d'ailleurs, pour bien enfoncer le clou et pour nous dire, vous voyez, ce n'est pas des OGM comme les autres, on leur a donné un nouveau nom. On les a appelés sages, sans ajout de gènes extérieurs. Les communicants sont très très forts. Sans ajout de gènes extérieurs. Et alors, évidemment, quand on nous dit, ben, puisqu'on n'a pas mis de gènes extérieurs, c'est que des séquences de levure, on a remplacé un interrupteur qui était allumé quand il y a du glucose, qui est éteint quand il y a du maltose, ou le contraire, pardon, qui est éteint quand il y a du glucose, qui est allumé quand il y a du maltose, par un interrupteur qui est allumé tout le temps. Que voulez-vous que ça change considérablement? Eh bien oui, ça a perturbé totalement le métabolisme, et cette levure a été retirée, parce que là on s'est dit, c'est peut-être dangereux, parce que ça se retrouve dans l'aliment. Et alors, c'est ça que je voulais vous montrer pour finir, ce petit schéma. Il ne termine pas par un truc facile. Ça, c'est un poster qu'on a dans tous nos labos. C'est ce qu'on appelle un réseau métabolique. Chaque trait, c'est une chaîne de montage ou de démontage. Chaque trait, c'est une chaîne de montage ou de démontage. C'est-à-dire un processus métabolique. Chaque point, c'est un ouvrier qui bosse, une enzyme qui travaille là-dedans. Quand vous venez perturber quelque chose, même si vous ne mettez pas de gènes étrangers, quand vous mettez des gènes étrangers, vous rajoutez des points, vous rajoutez des traits. Vous n'avez aucun moyen de savoir quelles vont être les conséquences à court, à moyen ou à long terme. Il n'y a pas un seul cerveau humain et un seul ordinateur qui est capable de modéliser tout ça en même temps. Parce que c'est d'une complexité sans nom. Et quand on s'intéresse au métabolisme, on ne regarde toujours que dans une toute petite fenêtre, parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir une vision globale de l'ensemble du métabolisme. Eh bien là, on a perturbé le métabolisme de la fermentation, et notamment du transformation du maltose, enfin les enzymes qui permettent de convertir le maltose en glucose. On a fait en sorte qu'elle s'exprime de manière permanente, et ça a provoqué ailleurs dans le réseau métabolique l'accumulation d'une molécule qui s'appelle le méthylglyoxal, qui est un cancérigène puissant. Cette levure a été retirée. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein d'autres qui attendent leur tour et qu'elles échapperont à la législation OGM parce qu'elles ne sont pas transgéniques et donc que ce sont des OGM cachés, c'est-à-dire des OGM qui sont considérés comme OGM sur le plan technique, mais pas sur le plan juridique. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et donc, bien sûr, c'est l'exemple de la levure. C'est arrivé également avec une levure de brasserie qui a eu ce problème d'accumulation de méthylglyoxal parce qu'on l'avait génétiquement modifié pour modifier ses capacités fermentaires. Donc voilà ce que je voulais vous montrer à travers ces micro-organismes. Alors vous avez vu, et je terminerai là-dessus, il y a peut-être des gens dans la salle qui sont gênés parce qu'ils se disent on est venu écouter un scientifique qui va nous expliquer les OGM en tant que scientifique, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre position. C'est ce que j'ai fait, je fais attention. Non, je prends position, pourquoi ? Parce que j'en ai marre de cette histoire de dire le scientifique c'est quelqu'un de neutre, vous savez, on dit le scientifique c'est le gendre idéal. Hein? Eh bien non, je ne suis pas le Michel Drucker de l'université. Je ne suis pas le gendre idéal. Parce qu'en tant que scientifique, je suis aussi citoyen. Et que je considère que là, on prend les citoyens pour des cobayes, on prend la planète pour une paillasse de laboratoire.
Et je le dis parce que si demain, dans 30 ans, ou dans je ne sais pas combien de temps, je serai encore vivant, ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien, d'ailleurs probablement pas. Parce que, oui, parce que l'espérance de vie continue pas d'augmenter. Hein. Il suffit de voir le nombre de parents qui enterrent leurs enfants, mais je ne vais pas vous saper le moral. Donc, de toute façon, si dans 30 ans, j'ai encore la chance ou la malchance, je ne sais pas, de faire partie de ce monde, je ne veux pas ne plus pouvoir me regarder dans un miroir en me disant « je savais et je n'ai rien dit ». Alors, je le dis, n'en déplaise à tous ceux que ça pourrait vous déranger, que ça pourrait déranger. Je vous remercie. Bonne journée. Pour ceux qui ont des questions et qui ont encore un petit peu de temps, on va vous passer le micro. Mais je savais bien qu'il fallait faire revenir Christian. Alors, c'était pas en 2005, il y a juste 5 ans. Hein. C'était bien. Voilà. Donc, j'étais étudiant. Ouais, c'est ça, Eric. Voilà, s'il y a des microbes génétiquement modifiés, c'était juste pour... Qui veut poser des questions? Oui. Alors, je voudrais dire à propos de ces OGM cachés qu'actuellement, il y a quand même un procès à la Cour européenne, Christian. Tu n'en as pas parlé, mais il y a un procès. Oui. Il y a 9 ONG qui ont fait un recours à la Cour européenne pour demander à ce que ce truc soit révisé. Oui, merci de me donner l'opportunité de dire ça. Je ne l'ai pas dit effectivement, parce que quand je vous raconte tout ça, vous pouvez dire, bon c'est bien gentil, hein, cette conférence et tout. Le problème, c'est que c'est hyper technique et que nous, les citoyens, que voulez-vous qu'on fasse? C'est un problème d'experts, de scientifiques, de juristes. Faire reconnaître ces OGM comme étant vraiment des OGM sur le plan juridique. Eh bien non, ça nous appartient à tous. Nous avons le pouvoir tous de faire changer les choses. Et il y a un bel exemple, c'est l'appel de Poitiers. L'appel de Poitiers, c'est 9 organisations de citoyens comme vous, comme moi, qui se sont réunis à Poitiers et qui ont dit, nous, les OGM cachés, les colzas, les tournesols tolérants des herbicides qui ne sont pas légiférés et qui sont plantés à grande surface dans les champs en France aujourd'hui, on n'en veut pas. Ils ont saisi à l'époque Ségolène Royal, qui était ministre de l'Environnement. Ils ont saisi Manuel Valls, qui était Premier ministre. Ils ont saisi Le Foll, qui était ministre de l'Agriculture, et Marisol Touraine, ministre de la Santé. Non, Marisol Touraine, c'est facile de se rappeler qu'elle était ministre de la Santé parce que ses initiales, c'est MST. Donc, non, bon. Eh bien, ils ont saisi les 4. Aucun ne leur a répondu. Ils ont alors saisi le Conseil d'État parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les citoyens peuvent saisir le Conseil d'État. Et alors, le Conseil d'État, contre toute attente, a contacté l'appel de Poitiers et le ministère de l'Agriculture en disant, voilà, nous avons été saisis par des citoyens sur la question des OGM cachés, nous avons besoin d'une audition d'experts pour pouvoir avoir des billes parce qu'on n'est pas apte à juger. Et ils ont organisé, c'est exceptionnel qu'ils fassent ça, ils ont organisé une audition avec les scientifiques envoyés par le ministère de l'Agriculture et les scientifiques envoyés par l'appel de Poitiers, et j'étais l'un des deux. L'autre, c'était Yves Berthaud de l'INRA. Et moi, je me suis dit, écoutez, je veux bien y aller, j'étais en réunion à la Confédération Paysanne, j'ai dit, écoutez, je veux bien y aller, mais franchement, j'y crois pas du tout. Une demi-journée, ils nous octroyaient, je lui ai dit, on va avoir droit à... bon, c'est du vernis sur des ongles sales, ça va rien donner, etc. Et là, j'étais assis, mais heureusement, parce que je suis vraiment... Ça m'a vraiment troué, parce que, en fait, on avait affaire à des juges qui avaient bossé le sujet, il y avait 2 femmes qui nous posaient des questions, qui étaient super pointues, ce n'est pas leur spécialité, elles avaient bossé le dossier de manière remarquable. Elles nous avaient envoyé des questions à l'avance, et en fonction des réponses qu'on leur a données sur place oralement, aussitôt elles percutaient et nous envoyaient d'autres questions derrière, extrêmement pertinentes. Et donc du coup on a débattu face au ministère de l'Agriculture, et ça c'était en juin 2016, et en septembre 2016, le Conseil d'État statue, et là le rapporteur public du Conseil d'État reconnaît le risque lié aux OGM cachés et demande au Conseil d'État de saisir la Cour de justice européenne pour savoir si l'autorisation des OGM cachés est en conformité avec le principe de précaution inscrit dans la Constitution européenne. Donc ça, c'est extraordinaire. Et donc la Cour de justice européenne vient de se réunir là,
donc ces derniers jours, la semaine dernière, on attend quelle sera sa conclusion, mais on est passé à partir d'une salle comme celle-là à Poitiers, on est à la Cour de justice européenne, c'est parti avec des individus comme vous. D'où l'intérêt